Evrard van den Boom, quand vous n'êtes pas en expédition dans le massif du Makai à Madagascar, ou dans les forêts de Sulawesi en Indonésie, ou encore dans les fjords du Scoresby Sud au Groenland, mais c'est ici que vous posez votre sac et que vous retrouvez votre épouse et vos 2 enfants dans ce chalet de montagne près de Champs-Rousses, au-dessus de Grenoble. Alors merci de nous y accueillir pour cette émission au visage. On vous surnomme, Evrard van den Boom, l'aventurier des mondes perdus, ou encore le French Doctor de la biodiversité. Vous êtes à la fois un aventurier, explorateur, à l'aise aussi bien dans l'alpinisme, la spéléologie, le canyoning ou encore l'escalade, mais vous êtes également scientifique, géologue de formation, ce qui vous permet de comprendre particulièrement bien les scientifiques que vous emmenez avec vous en expédition. Nous allons le voir au cours de cette émission. Mais comme je le disais, on vous surnomme l'aventurier des mondes perdus. Qu'est-ce qu'il faut entendre par monde perdu ? Les mondes perdus, de mon point de vue, et puis du coup du point de vue de l'association que j'ai créée pour essayer de les protéger, ce sont les derniers endroits de la planète où l'homme n'a pas encore mis sa patte, c'est-à-dire malheureusement n'a pas encore dégradé quoi que ce soit. Ce sont les endroits qui sont les plus riches de la planète en termes de biodiversité, et très souvent ce sont les endroits les plus inaccessibles également. L'inaccessibilité étant la raison pour laquelle l'homme n'a pas encore dégradé quelque chose dans ces endroits-là. Voilà, pour nous, c'est la conjonction de ces 3 données, richesse exceptionnelle en biodiversité, inaccessibilité et virginité. En regardant le site de votre ONG environnementale Nature Évolution, j'ai vu que votre objectif, c'était de protéger les dernières terra incognita de la planète. Oui. Il y a encore des terra incognita, des terres inconnues ? Oui, alors tout dépend là encore ce qu'on entend par inconnu. Si on parle de ce qui n'a jamais été vu, par exemple par des images satellites, ça il n'y en a pas. Tout est couvert de partout. Ouais. En revanche, une image satellite te donne juste une vision très lointaine, très parcellaire du coup de ce que peut être le milieu dans lequel tu as envie d'aller. Alors nous, quand on dit que c'est inconnu, c'est parce que il n'y a pas encore de scientifiques qui ont mis les pieds à l'intérieur de ces écosystèmes, de ces massifs de montagne ou de ces zones souterraines. Ça n'a pas vraiment été étudié. Ça n'a jamais été étudié, voilà, ou très 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 peu. Et également, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas du tout de moyens de s'y déplacer, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'habitants modernes. Ce qui ne veut pas dire que quelques millénaires plus tôt ou quelques dizaines de milliers d'années plus tôt, il n'y a pas eu des gens. Ça, on n'en sait rien puisque justement c'est inconnu de notre civilisation, de notre ère. Mais voilà, encore une fois, ça, je fais ce petit distinguo parce que parfois les gens s'imaginent qu'il y a encore des endroits sur la planète où jamais aucun humain n'a jamais mis les pieds. C'est pas vraiment le cas. Ce qui est vrai, c'est que l'homme moderne n'y a pas été. Mais étonnamment, à chaque fois qu'on va dans ces coins-là, on s'aperçoit qu'il y a eu des civilisations antérieures. Alors Evrard van den Boom, on va partir avec vous en expédition dans des endroits que vous connaissez bien comme le Makai à Madagascar, où nous allons aussi partir à Sulawesi en Indonésie. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de vous, qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Vous avez déclaré un jour, je n'ai pas la sensation d'être devenu explorateur. Je suis né dedans. J'avais ça en moi. C'était complètement en vous depuis toujours. En fait, je saurais pas le définir. Ce que je sais, c'est que je suis né aux alentours de Grenoble. Malgré ce nom, parce que Van den Boom, ça sonne pas isérois. Non, pas du tout. Mais j'ai des origines alsaciennes, absolument. Mais moi, je suis né complètement à Grenoble et j'étais dans les alentours. Et les alentours de Grenoble, il y a encore 40 ans, c'était des vignes. Et c'était la forêt, et c'était un monde plutôt de chasseurs, etc. Bon, ça c'est plus du tout ce qu'est la banlieue grenobloise aujourd'hui. Et donc je suis né dans la forêt tout le temps. Enfin, j'exagère évidemment, mais j'étais tout le temps à la sortie des cours, dans les rivières et les ruisseaux alentours, dans la forêt. Mon grand frère m'a beaucoup amené partout. Et donc j'ai eu cette envie dès tout petit, je ne saurais pas dire à partir de quel âge, mais d'aller voir à chaque fois un peu plus loin, d'aller voir la petite vallée, le petit sommet, la forêt que j'avais pas encore parcourue, que ce soit en vélo, à pied, en ski, en je ne sais pas trop quoi. Et donc il y a toujours eu une attraction pour le plus loin ou pour le plus haut.
Surtout le plus haut, j'ai l'impression, parce que la montagne au début, vous a attiré. Quand on vit à Grenoble, on est entouré de montagnes. Ouais, complètement. Je dirais que c'est comment dire, une attraction sociale, puisque j'étais né dans ce monde un petit peu de montagnards, d'alpinistes, de grimpeurs et autres. Donc évidemment, quand tout le monde voit la montagne comme le Graal, moi je l'ai vu comme ça aussi. C'est plus tout à fait le cas maintenant. J'ai beaucoup moins besoin de montagne, entre guillemets, où voilà, je me sens beaucoup plus attiré par la nature, au sens large, que ce soit celle de l'océan ou d'autres choses, ou du désert. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, notamment ado, jusqu'à, je dirais, 25 ans à peu près, j'étais obnubilé par la montagne et par tout ce qui pouvait être associé à la montagne. Tous les sports possibles, que ce soit le canyoning, le ski. Voilà, vous vouliez être guide de montagne et vous avez échoué. Ouais. Vous n'êtes pas devenu guide de montagne, malgré le fait que vous êtes un bon grimpeur, ça n'a pas suffi. Ouais. Est-ce que cet échec, je dirais ce premier échec, a été quelque part déterminant dans votre vie ? Je crois pas. Enfin, disons, ça m'a compliqué la tâche parce que j'étais convaincu que je voulais pas spécialement être guide. Enfin, faut que je sois plus honnête avec moi-même. Je souhaitais pas spécialement être guide. Je souhaitais avoir cette espèce de label, entre guillemets, enfin de reconnaissance qui me permettrait d'aller faire d'autres choses. Et depuis longtemps, je rêvais secrètement, sans doute même moi-même, j'étais pas complètement sûr de pouvoir le faire un jour, donc je n'osais pas me l'avouer, mais je rêvais de faire des expéditions lointaines et pourquoi pas, si possible, avec des scientifiques. Vos modèles à l'époque, là, quand vous étiez adolescent, c'était plus les explorateurs, c'était un Théodore Monod, un Nicolas Hulot, ou alors c'était les grands alpinistes ? Ah non, c'était très clairement beaucoup plus un Nicolas Hulot et un Théodore Monod que les grands alpinistes. Évidemment, j'ai eu beaucoup de lectures de Lionel Terray à Gaston Rebuffa ou à tout un tas d'autres, Bonington, qui m'ont donné envie d'aller faire des 8000 ou d'aller explorer de nouvelles montagnes en Patagonie. Et j'ai eu la chance de le faire d'une certaine manière. Enfin, pas en exploration, mais d'aller grimper, d'aller parcourir ces montagnes, que ce soit en Alaska, en Chine ou ailleurs. Ou au Pakistan. Voilà. Et je me suis éclaté. Je vais pas dire le contraire. C'était vraiment non pas un accomplissement, mais un vrai plaisir, un vrai bonheur de découvrir ces montagnes, d'y vivre quelque chose d'intense. Mais je ne m'accomplissais pas complètement parce que l'ascension pour moi c'était plus une manière d'atteindre quelque chose, d'atteindre autre chose. C'était pas le mouvement en lui-même qui m'intéressait, c'était d'atteindre un lieu qui était peut-être pas beaucoup vu, pas beaucoup visité, pas beaucoup exploré, pas beaucoup photographié. En l'occurrence, j'ai travaillé beaucoup dans la photo et la vidéo, donc c'était aussi ça qui m'attirait. Et du coup, j'ai trouvé par ailleurs, dans les années qui ont suivi, le même genre d'émotion, le même genre de bonheur à découvrir quelque chose sans forcément grimper, juste parce qu'il y avait une difficulté à l'atteindre. C'est ça qui vous intéresse, les difficultés ? Disons les difficultés. Ah, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut ça. Il faut du challenge dans la vie, sinon. C'est un moteur dans votre vie. Ah ouais, complètement. Ouais. Ah oui, tout ce qui est potentiellement trop facile ou trop. Bon, déjà tout le monde y va, donc et tout le monde y est déjà sur ces créneaux-là, donc moi ça m'intéresse moins. Et puis je pense effectivement, au-delà de ça, que l'énergie qu'on est obligé de déployer, les trésors parfois d'ingénuité ou de créativité qu'il faut mettre au service d'un parcours, d'une progression. Une fois qu'on arrive au but, il y a une sorte c'est une sorte de Graal. Enfin, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant et qui fait que ce qu'on vit sur ce moment-là est d'une intensité inégalable. Moi, j'ai jamais ressenti autant de bonheur que après des longs parcours extrêmement épuisants où tout à coup on vient découvrir quelque chose qui est peut-être pas exceptionnel, mais le parcours a été tellement compliqué pour l'atteindre que ça en devient exceptionnel. Visage, l'expression de l'être. Évrard van den Boom, du caillou terrain de jeu et de loisirs dans l'escalade, vous êtes passé au caillou terrain d'études scientifiques, si je peux me permettre l'expression. Vous avez fait des études de géologie, ce qui fait qu'il y a un côté scientifique aussi chez vous, même si vous n'avez pas pratiqué comme géologue, vous avez été jusqu'à une maîtrise et de la recherche en géologie. Ouais. Pourquoi cette orientation vers la recherche scientifique ?
Vous m'avez demandé il y a quelques minutes plus tôt qui m'avait un peu guidé. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont guidé, mais notamment un qui s'appelait Théodore Monod, qui était vraiment pour moi quelqu'un qui m'avait énormément marqué, aussi bien pour l'investissement de vie total sur une cause, sur une mission, que sur tout ce qu'il a pu ramener en matière scientifique. Voilà. Et je reviens sur ce que je disais juste avant, la montagne ne me permettait pas d'atteindre ça. J'avais le plaisir d'y être, le plaisir de me dépenser, entre guillemets, de découvrir tout un tas de belles choses, mais j'avais pas la sensation d'être utile. Et donc, à un moment donné, quand on progresse dans les études, il faut qu'on choisisse où on peut éventuellement être utile. Et je me disais que, en tant que scientifique, je pourrais peut-être l'être. Et que ce travail d'Haroun Tazieff à Théodore Monod, ce travail de terrain que j'avais rêvé, que j'avais vu dans les documentaires, qui associait à la fois l'aventure, l'exploration et le travail scientifique et les données scientifiques, eh bien peut-être que ça pourrait être le métier de choix pour moi. Et j'avoue que j'ai déchanté un petit peu, ou même beaucoup, au fur et à mesure de mes études, parce que je me suis aperçu que la géologie d'aujourd'hui, la science d'aujourd'hui, est quand même beaucoup, beaucoup moins de la science de terrain, premièrement. Et deuxièmement, que la science d'aujourd'hui est extrêmement spécialisée. C'est-à-dire qu'on a atteint des tels niveaux d'exigence, des tels niveaux de compétences sur certains domaines, qu'on ne peut être compétent que sur un domaine. Et ce qui me faisait complètement vibrer chez un Théodore Monod, par exemple, c'était ses compétences dans de multiples domaines, que ce soit en parlant des météorites, que des plantes, que des crottes de fennec, que des poissons, je me souviens. Que des poissons, enfin bref, il avait une connaissance extraordinaire sur les étoiles et sur tout ça. Connaissance que aujourd'hui on ne connaît plus. Enfin, je veux dire, dans le milieu scientifique, on ne peut plus vraiment acquérir, à moins de vivre quelque chose en dehors du cursus scientifique. Et moi, je pense que j'essaye, peut-être inconsciemment encore une fois, de créer par mes expéditions avec des scientifiques de tout type et de toute discipline, c'est cette espèce de connaissance multiple et multifacette. C'est ce qu'on appelle être naturaliste. Ça n'existe plus vraiment. Et donc voilà, pour en revenir à la géologie, je pensais que la géologie était la discipline qui allait le plus me permettre d'être dehors. Et puis après, je me suis dit que la glaciologie, c'était quand même pas mal, puisqu'en plus, ça mixait mes compétences en alpinisme, puis j'avais beaucoup d'amis qui travaillaient comme glaciologues. Donc j'avais bien envie d'aller dans ce domaine-là, puis ça traitait du climat, le climat commençait à prendre aussi une importance capitale. Mais je m'apercevais quand même que même ces scientifiques-là, glaciologues ou géologues, passaient 3 semaines sur le terrain dans l'année, pas plus. Et le reste, et moi, ça en pouvait laboratoire. Et le reste derrière un ordinateur. Moi, j'avoue que ça pouvait pas me convenir. J'ai quand même essayé d'aller au bout de la démarche. J'ai donc fait un DEA et puis j'ai fait une année en tant qu'assistant chercheur aux États-Unis. Je travaillais dans un laboratoire de glaciologie pour voir ce que c'était vraiment le travail de chercheur. Et si j'ai bien compris, vous aimiez mieux aller explorer les parcs nationaux que d'être enfermé dans les laboratoires. Disons que c'était dans la même idée, quoi. C'est-à-dire que je m'accomplissais pas du tout au fin fond de ce laboratoire. Pour être précis, on faisait fondre des calottes, des morceaux de carottes qui étaient extraites du Groenland ou d'Antarctique, et on essayait de mesurer les petites bulles de gaz qu'il y avait à l'intérieur pour savoir quelles étaient, les teneurs en CO2 ou en autre chose à des époques lointaines. En soi, le travail était très intéressant, mais le fait d'être enfermé entre 4 murs et non, ça m'insupportait. Et donc c'est vrai que les petites ouvertures, aérations que j'avais le droit de prendre de temps en temps, qui m'ont permis de visiter tous les parcs de l'Ouest américain, étaient vraiment merveilleuses, quoi. C'est intéressant, Evrard van den Boom, parce que je comprends mieux l'homme que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire ce chef d'expédition qui part dans des pays et dans des zones où l'on n'a pas encore travaillé, où les scientifiques n'ont jamais été. Donc vous partagez à la fois un peu votre savoir-faire scientifique avec votre goût de l'exploration et de l'aventure. En fait, c'est complet quelque part. Alors, je suis pas certain que mon cursus ou que mon bagage scientifique soit suffisant pour qu'il apporte quelque chose dans des expéditions scientifiques, parce que justement, tout à l'heure, je disais que c'était des gens spécialisés. Ils sont tellement spécialisés que on peut pas atteindre leur niveau, entre guillemets. Donc, à chaque fois, moi, je leur apporte pas grand-chose au niveau scientifique. En revanche, je pense que je peux leur apporter quelque chose au niveau logistique, au niveau sécurité, au niveau,
c'est pas de l'enthousiasme, c'est la sérénité sur le fait de pouvoir atteindre tel arbre, telle cime d'un arbre, de pouvoir aller faire une prospection d'une grenouille la nuit dans tel ou tel trou. Voilà, des choses que les scientifiques par eux-mêmes ne feraient pas, par manque d'expérience dans ces milieux-là, tropicaux, dangereux, etc. Et moi, je suis là pour les sécuriser. Et je suis pas tout seul, hein. Il y a toute une équipe autour que je mobilise. Mais c'est ça que j'apporte. Et mon but, c'était, après tout ce parcours-là scientifique, c'était de mettre mes compétences d'alpiniste passé au service de la science. Eva van den Boom, j'aimerais que l'on parle maintenant d'un lieu que vous connaissez bien, dont vous avez vraiment participé à faire connaître à travers des livres, à travers des films, à travers une grande exposition au Musée des Confluences de Lyon. C'est le Macaï, cette région de Madagascar. J'aimerais que vous nous racontiez d'abord comment s'est fait en vous cette découverte de cette terra incognita de Madagascar. Alors, comment a commencé l'aventure ? L'aventure, elle commence sur un canapé. Je me souviens parfaitement, je crois que j'avais 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Et je venais tout juste de rentrer des États-Unis où j'avais fait cette fameuse expérience d'assistant-chercheur dans un laboratoire de glaciologie. Et donc j'étais dans cette phase où je savais que la science ne m'apportait pas exactement ce que j'attendais. Je savais aussi que le métier de guide n'était pas exactement ce à quoi j'aspirais complètement. J'étais un peu dans un entre-deux à pas savoir où aller. Je pense que à cet âge-là, beaucoup de jeunes sont dans cette situation et savent pas trop ce que va leur donner la vie. Et puis je venais de rentrer donc. Et puis 2 jours plus tard, il y a un Ushuaïa Nature qui est diffusé. J'étais donc confortablement installé dans mon canapé et je vois cet épisode qui était sur Madagascar. Ça s'appelait Les Sortilèges de l'île Rouge. Et parmi cette émission, il y avait 10 minutes qui étaient consacrées à un massif extraordinaire. Que Nicolas Hulot survolait. Hein, il survolait, puis à un moment donné, il est posé à l'intérieur en hélicoptère pour faire une petite étude, on va dire une petite observation géologique justement, pour expliquer la formation de ce massif. Et tout m'a complètement bouleversé dans ces images. Je pense qu'il y a une première chose qui a fait tilt, c'est que le relief, la morphologie du massif du Macaï ressemble beaucoup à un autre endroit sur la planète d'où je venais de revenir. C'était Zion, c'est un parc national de l'Ouest américain, qui est pour moi le plus beau d'ailleurs. C'est extrêmement sauvage, c'est d'une beauté féerique. Les roches sont roses, oranges, jaunes, etc. Et puis il y a malheureusement plus grand chose en termes de biodiversité. Hein. On est dans l'Ouest américain, c'est pas non plus, c'est plus ou moins désertique en termes de climat et donc aussi en termes de faune et flore. Alors que là dans le Macaï c'était très riche. Et là c'était les mêmes reliefs, mais avec une luxuriance qui n'existe que sous les tropiques et un commentaire qui disait: cet endroit-là n'a jamais été exploré et il présente toutes les conditions propices à la création de nouvelles espèces. Et là, boum, ça a fait. C'est pour moi. Dans ma tête, je me suis dit c'est pour moi, exactement. Ouais. Ça a été intense et ça ne m'a plus quitté jusqu'à aujourd'hui. Vous avez été persévérant parce que vous avez fait une première expédition où vous n'avez pas pu vraiment pénétrer dans le Macaï. Vous vous êtes rendu compte à quel point c'était très compliqué de rentrer dans cette zone-là. Ouais. Et puis, il a fallu attendre 2007. Et là, ça a été la première grande expédition sur place. Voilà, effectivement, en 2004, j'ai tenté de l'approcher. Et puis, on a réussi à approcher le massif, mais on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des difficultés rien que pour l'approcher. Et ensuite, pour pénétrer à l'intérieur, il fallait soit des cartes qui n'existaient pas, soit être complètement à l'aise dans les discussions avec les locaux, ce qui n'était pas le cas, puisque moi, je parlais pas du tout le malgache. Et les gens qu'on croisait dans les villages ne parlaient pas eux-mêmes le malgache, ils parlaient un dialecte qui est proche, mais qui est quand même déjà encore bien différent, qui fait que même les gens de Tana, par exemple, ont du mal à communiquer, beaucoup de mal avec les gens du Macaï. Et puis, il fallait de l'énergie. Et là, on venait de traverser Madagascar en VTT pendant 3 semaines, 4 semaines, on était cuits. Donc bref, il y avait aucun de ces éléments-là, de ces critères qui correspondaient. Donc on a abandonné, on a vu le Macaï de loin et on est reparti. Et puis en 2007, il y a quelque chose qui s'est présenté qui a tout changé, c'est Google Earth,
ça paraît bête, mais comme il n'y avait pas de carte jusqu'à maintenant, il n'y en a toujours pas. Enfin, en tout cas, pas de carte assez précise pour pouvoir pénétrer un massif comme celui-ci. Vous avez fabriqué votre propre carte. Voilà, j'ai à partir de Google Earth. Oui, exactement. Ouais, j'ai fait des captures d'écran, 3000, je m'en souviens très bien, et puis j'ai reconstitué ces captures d'écran pour en faire des cartes. C'est pas vraiment des cartes, soyons clairs, c'est des photos aériennes, enfin des photos satellites, mais c'est suffisamment précis. Pour pénétrer dans ce Mackay, c'est des plus sportifs. Enfin, moi, j'ai vu les images, c'est incroyable. Donc là, il faut faire tout, de l'escalade, du canyoning, Ouais, c'est ça qui est excitant. Ouais, c'est très dur physiquement de pénétrer. C'est une zone presque inextricable. Alors maintenant, avec l'expérience qu'on a, la connaissance du terrain qu'on a, on sait qu'on peut pénétrer, qu'on peut atteindre pratiquement toutes les zones du Mackay sans forcément être un expert en alpinisme ou en canyoning. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand on n'a pas les cartes, quand on n'a pas les connaissances, on n'a aucune idée de ce qui va nous arriver et donc on se trompe d'itinéraire et on se retrouve très régulièrement dans des cul-de-sac face à des falaises immenses, à devoir descendre ou à remonter. Et donc là, très clairement, les compétences que j'avais pu accumuler les années antérieures m'ont beaucoup servi. Par ailleurs, il y a un gros challenge, je dirais, dans ce territoire, c'est que vu du ciel, si on regarde ça ou même sur une jolie carte, s'il pouvait en exister, on verrait ça comme un labyrinthe. C'est vraiment un labyrinthe naturel qui fait 150 km de long sur 30-40 de large, dans lequel on va avoir des centaines, voire même des milliers de canyons qui s'imbriquent et qui se développent. Et toute une vie à l'intérieur. Et toute une faune, toute une faune et une flore. flore. Et donc, quand on n'a pas cette expérience-là de la cartographie, je pense que c'est aussi important pratiquement que le fait de pouvoir parcourir tout, grimper aux arbres, descendre dans un gouffre en rappel, etc. Mes aptitudes, entre guillemets, en cartographie m'ont énormément aidé. Et donc, voilà, à partir de là, on a pu traverser le Mackay en 2007, du sud au nord pour la première fois. Mais Évrard Randeboom, pour bien comprendre ce que vous vivez aujourd'hui à travers votre ONG, il faut raconter un choc que vous avez vécu dans ce Mackay. Parce qu'on peut se dire, il est parti, c'était un super terrain de jeu, où il a découvert une zone inextricable, l'aventure, la découverte. Mais aujourd'hui, vous essayez de sauver le Mackay. C'est votre préoccupation, sauver certaines zones qui sont extraordinairement riches dans la biodiversité, mais très fragiles. Mais pour en arriver là, il a fallu un choc. Vous pouvez nous le raconter ? Ouais, alors c'était justement pendant cette expédition de 2007 où on avait donc donné, je reviens un petit peu à ce que j'avais dit au tout début, c'est-à-dire qu'on a donné tellement d'énergie, tellement de temps de préparation, tellement de rêves intérieurs pour y arriver, qu'on a donc parcouru des canyons inexplorés, qui n'avaient jamais été parcourus, même par les habitants de la région, ce qui a amené à une certaine dose de tension dans l'équipe, tension qui n'était pas du tout une tension de colère, mais qui était une tension peut-être de stress, d'inquiétude, et j'allais dire moi je trouve que c'est extrêmement important, d'acuité sensorielle aussi, c'est-à-dire que quand on est dans un milieu où on se sent vulnérable, où on ne sait pas où on est, où on ne sait pas du tout où on va, quand on va pouvoir en sortir, comment, etc., il y a des facultés qu'on a perdues, nous, je pense, en tant qu'humains, j'allais dire civilisés, modernisés, mais qu'on retrouve dans ces situations-là, qui sont des choses innées, qui font qu'on entend beaucoup mieux, on observe beaucoup mieux, on est plus attentif à soi, à ce qui se passe autour. Et tout ça nous a amené donc à vivre quelque chose d'extrêmement intense pendant 3 semaines. Et puis au bout de ces 3 semaines, on est arrivé sur un sommet, un magnifique sommet avec un point de vue magique. J'en tremble encore aujourd'hui quand je l'évoque, mais on avait une vue sur une plaine, une immense plaine, un peu un petit peu comme les déserts qu'on voit justement dans l'Ouest américain. Et cette plaine-là, il y avait des petits patchs de forêt encore qui restaient, mais tout le reste était cramé. Alors que vous vous attendiez à une vue magnifique sur la nature, et là vous arrivez, tout a été brûlé, détruit, et par l'homme. Bien sûr, par l'homme, c'était des incendies complètement volontaires. Alors maintenant, on les explique et j'ai aucune animosité envers qui que ce soit pour ça. C'est juste que sur le moment, ça a été un choc, effectivement. Mais qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là ? Eh bien, je me suis dit la chose suivante. Ouais, j'ai pleuré déjà, ça c'est sûr, parce que j'en ne croyais pas mes yeux. J'étais persuadé. Alors peut-être parce que Nicolas Hulot m'avait emmené à y croire, mais j'étais persuadé que ce monde perdu du Mackay allait être l'occasion de découvrir ce qu'est une nature vierge et complètement préservée.
Et en réalité, alors même qu'aucun scientifique n'avait jamais étudié à l'époque le Macaï, eh bien, l'homme avait quand même réussi déjà à détruire une très grande partie. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, comment ça se fait qu'on soit toujours, enfin pas en retard, mais que l'homme soit toujours capable de détruire avant de protéger ? C'est quelque chose que j'avais ressenti depuis tout petit déjà. Et puis vous en aviez entendu parler, mais c'est autre chose de le vivre, de l'expérimenter. Ouais. Et puis on en entend parler, mais on en entend parler souvent dans des endroits où on sait que l'homme se développe ou voilà. Mais j'avais pas imaginé que ça pourrait être le cas dans un endroit comme ça, aussi retiré. Ouais. Et donc ça m'a heurté sur pas notre condition, mais la nature humaine d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait qu'on va toujours détruire avant de préserver ? Et donc de là est née l'envie de créer une association qui viserait à protéger ces endroits-là avant qu'ils soient détruits. C'est rare. En fait, moi depuis tout petit, je lisais les journaux et notamment Le Monde, parce que mes parents achetaient Le Monde et avaient toujours Le Monde sur ma table quand j'étais petit. Et donc je lisais tout le temps les pages je me souviens qui touchaient à l'international et à la nature. C'est toujours été moi, mes sujets de prédilection. Et à chaque fois on entendait déjà il y a 40 ans, 30 ans que les lions allaient disparaître, que la forêt du Congo allait disparaître, que l'Amazonie était en train de perdre tant et tant de pourcents de couverture forestière. Et à chaque fois tu te dis quand t'es enfant, c'est pas possible. Moi, ça me heurtait personnellement. Je comprenais pas et je me disais, je peux rien faire. Et c'était ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété. Là, tout le monde en parle tout le temps. Mais moi, je suis né dedans, déjà, il y a 40 ans. Et donc, de voir le Macaï comme ça a été la goutte de trop. Voilà. Je me suis dit, non, là, je peux plus. Il y a un moment, il faut agir, il faut faire quelque chose. Voilà. Visage RCF. Et frère Vandenboom, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment à ce moment-là qu'est né votre credo, qui est celui qui vous habite encore aujourd'hui à travers votre ONG environnementale Nature Évolution ? Ce credo, je le résumerai comme ça, explorer et protéger l'extraordinaire biodiversité des coins les plus difficiles d'accès de la planète. C'est ça là, je dirais le pitch, comme on dit aujourd'hui, le pitch de votre ONG. Explorer d'abord, puis protéger l'extraordinaire biodiversité de ces endroits, soi-disant perdus, reculés, mais qui ne le sont pas tant que ça, puisqu'ils sont menacés par l'homme. C'est-à-dire que la question qu'on se pose quand on découvre le Macaï et qu'on voit qu'il est déjà ou qu'il est en train d'être dégradé, c'est comment on fait pour protéger un endroit comme ça ? Et il nous a semblé que, au début j'étais un peu tout seul, maintenant on est nombreux, mais il me semblait que pour pouvoir réussir à convaincre d'autres personnes qu'il faut protéger telle ou telle zone, il faut leur donner envie, faut donner à ces personnes, faut les faire rêver, faut leur donner, on va dire, de la connaissance déjà et une certaine dose d'amour. Et je suis convaincu qu'il faut aimer quelque chose pour pouvoir le protéger convenablement. Et c'est intéressant. Plutôt que d'angoisser les gens en leur disant regardez, tout est perdu, vous dites prenons par un autre biais, montrons la beauté et faisons aimer ces lieux. Ouais, je pense que c'est indispensable effectivement que les gens se sentent attachés à quelque chose et aient envie de le protéger. Si on montre que des feux et des dégradations et des braconnages, je suis pas sûr que, en fait, on n'y croit plus. C'est-à-dire que ça donne pas, c'est pas forcément un moteur pour l'action. Ça l'est pour moi. Mais je crois pas que ça le soit pour l'ensemble des gens qui nous entourent. Pour moi, c'est un moteur, très clairement. La colère, la rage, le dégoût. Pardon, c'est des mots qui sont pas agréables, mais très clairement, ce sont des moteurs de l'action que je mène aujourd'hui. Mais je sais aussi que quand je parle de ça ou quand on montre des choses dures à des gens, notamment derrière un ordinateur ou derrière un écran de télévision, ça fait pas le même effet. Ça fait de l'abattement, ça fait de la déception, ça fait du... Puis ils se disent c'est loin, comme on voit des guerres sur nos écrans tous les jours, c'est pas pour Exactement, ça on tourne la page et on passe à autre chose. Voilà. Ça nous concerne pas. Alors la colère, je pense qu'elle marche quand on la vit. C'est-à-dire quand on l'expérimente sur le terrain. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire avec nos missions éco-volontaires, par exemple. Vous emmenez des volontaires sur le terrain pour qu'ils prennent vraiment conscience. Exactement, et pour qu'ils participent aux actions positives, de sauvegarde. Mais pour en revenir à la question de la protection, en fait, on est
J'étais convaincu qu'il fallait qu'on amène des preuves, des arguments de la nécessité de protéger, puis de la richesse qu'il y avait dans ces lieux-là. Comment on fait pour ça? On explore. Il faut qu'on aille avec des scientifiques, faire des expéditions, ramener de la donnée, faire tout un tas de choses. D'où ces voyages d'exploration scientifique que vous menez, où vous faites cohabiter à la fois des scientifiques et puis des profils comme le vôtre, c'est-à-dire des gens qui savent grimper, qui savent passer dans toutes les situations possibles, qui sont, on va dire, des aventuriers. C'est facile de faire cohabiter ces deux profils si différents? Alors, je vais vous dire que ces deux profils-là, oui. Ce qui est beaucoup moins facile, c'est d'y ajouter la production audiovisuelle. Ah. Oui, parce qu'il y a aussi les cinéastes qui vous suivent. Et oui, parce que quand on parle de faire de la science, bien sûr, on peut en faire, on peut ramener des tonnes d'échantillons ou des tas de trucs, mais s'il y a personne pour la valoriser, cette science, pour la mettre en avant, c'est quelque chose qui sera totalement oublié, qui va remplir des tiroirs du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ou d'autres muséums, et puis c'est tout, ça sera complètement oublié, ça ne portera pas. Donc pour qu'on soit bien clair dans vos équipes, quand vous partez sur le terrain, il y a 3 profils. Ouais. Il y a le scientifique, les scientifiques. Alors là, quand on dit scientifique, c'est quels sont les profils de ces scientifiques? Il y a vraiment de tout. Il va y avoir des ornithologues, des herpétologues, des entomologistes, des archéologues, des botanistes, de tout, des mammalogistes. Enfin bref, on essaye de couvrir tout le panel, que ce soit animal ou végétal. Donc ensuite, dans l'équipe, il y a, je dirais, des pros de l'exploration, donc des gens qui sont capables de grimper aux arbres, de descendre en canyoning. Allez-y là, alors les profils un peu des personnes qui vous accompagnent pour aider ces scientifiques. Montagne, par exemple. On a des spécialistes en eau vive parfois sur certains territoires qui demandent de descendre des rivières. On a des élagueurs, enfin des gens qui ont l'aptitude à grimper dans les arbres plus facilement, parce que les alpinistes ne sont pas spécialisés pour grimper dans les arbres ou se déplacer de branche en branche. Des plongeurs. On a des plongeurs, des spéléologues, enfin bref, on a un peu de tout, des gens qui sont vraiment spécialisés dans ces domaines-là, dans l'aventure, si je puis dire, ou dans l'outdoor. Et puis le troisième profil, ce sont les caméramans, les photographes qui, eux, vont ramener les images pour informer, faire rêver le grand public. Exactement, le grand public et les gouvernants. Parce que le constat qu'on a pu faire aussi, c'est que des données scientifiques, des rapports épais comme ça, 2000 publications, etc., ça ne fera rien, je caricature volontairement, je grossis le trait, mais ça ne fera rien comparativement à un documentaire qui passe en prime time et qui fait totalement rêver, où on voit un joli petit lémurien qui a un joli petit minois qui nous touche. Ça paraît bête, mais l'image est extrêmement puissante pour faire bouger, pour émouvoir et pour donner envie aux dirigeants également, pas seulement... aux dirigeants, faut bien comprendre pourquoi, parce que vous essayez de faire que ces zones-là soient protégées. Ouais. Et là, vous vous adressez directement à Madagascar, au président de la République ou au ministre malgache pour qu'il classe ces zones en zones protégées, créer des parcs. Même chose à Sulawesi en Indonésie, même chose avec le Danemark pour le Groenland. Ouais, absolument. C'est ce que vous faites. Ouais. Et là, vous voulez toucher les politiques pour les conscientiser. Alors, on veut effectivement toucher et le grand public d'un côté pour contribuer à construire cette sensibilisation qui a lieu toujours mais qui est beaucoup trop lente à notre avis sur le respect du vivant, etc. Et puis effectivement, pour être plus concret sur le terrain d'action, on cherche effectivement à convaincre également les gouvernants, les ministres et les présidents, si possible, pour qu'il y ait le lancement d'un processus de création d'une aire protégée. Je dis bien les choses comme ça parce que on ne décrète pas du jour au lendemain que tel territoire est une aire protégée. C'est un processus qui est extrêmement long, qui doit évidemment impliquer les communautés locales, qui doit impliquer tous les ministères possibles. Enfin bref, c'est très compliqué. Ça prend du temps. Grosso modo, ça va prendre autour de 10 ans pour chaque territoire sur lesquels on va se pencher. Et une fois qu'il y a un consensus, il peut y avoir un décret qui va dire ça c'est une aire protégée. Peut-être même qu'on va décider d'un statut sur cette aire protégée. On va dire c'est un parc national ou c'est une réserve intégrale de biosphère ou etc. etc. Il va y avoir tout un panel de choses comme ça. La question après c'est est-ce que le gouvernement qui va décréter ça, qui va mettre son tampon sur ce papier, est-ce qu'il va faire quelque chose? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Ça vous fait rire, mais en fait... Non, alors ça, malheureusement, c'est un rire jaune. Hein. Ouais. Mais en tous les cas, en ce qui concerne Madagascar, c'est très clairement non. Il n'y a pas eu du tout d'implication du gouvernement, et pour cause, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens pour porter ce genre d'initiative. Et puis,
un autre élément qui est malheureux, je dirais, dans des pays comme cela, c'est que la seule chose qui compte, c'est l'argent. Et donc, si on n'arrive pas à montrer ou à prouver ou à valoriser ce territoire-là, cette biodiversité-là, comme étant une source potentielle économique pour la région ou, si possible, encore mieux, pour le ministre lui-même, on est d'aucun intérêt. On est absolument d'aucun intérêt. Sauf peut-être le prestige. Parfois, il peut y avoir quand même cette petite notion de prestige qui va attirer quelques intérêts. On en parlera peut-être plus tard, mais il y a aussi ce genre de problème-là. Toujours est-il que très souvent, on s'aperçoit que le mouvement n'y est pas. Ça enclenche une volonté de signer un papier, effectivement, mais pas forcément d'agir. Du coup, Nature Évolution, qui était autrefois une association qui était là pour se mettre au service de la recherche scientifique en espérant que la recherche scientifique puisse dynamiser des acteurs politiques, eh bien finalement on s'est transformé nous-mêmes en acteurs de la conservation de la nature parce que personne d'autre ne le faisait. Évrard van den Boom, on reparlera dans un instant de cette réalité sur le terrain, que ce soit à Madagascar ou en Indonésie, où vous agissez concrètement avec votre ONG. J'aimerais qu'on parle un peu de votre rôle de chef d'expédition. J'aimerais mieux savoir comment vous appréhendez, vous, ce rôle qui est le vôtre, d'amener ces hommes, ces femmes si différents sur le terrain. Quand vous êtes chef d'expédition, qu'est-ce que vous vous dites sur votre responsabilité ? La question est difficile. J'ai pas vraiment de réponse toute nette à donner. Ce que je sais, c'est que je vis sur ces expéditions-là. Il y a une sorte de boulimie d'envie de tout écouter, de suivre chacun, d'être à l'écoute de chacun et de leur permettre de travailler tous dans les meilleures conditions. Déjà, ça c'est c'est pas la priorité, mais c'est quelque chose d'essentiel dans ces expéditions, c'est que je me mets totalement, si je peux, au service des scientifiques. Donc, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, on trouve les moyens. On essaye, en tous les cas, de trouver les moyens pour qu'ils puissent le faire. Et puis même, ce que j'aime beaucoup, à titre personnel, ça c'est peut-être plus ma fantaisie personnelle, mais j'aime bien essayer de leur proposer des choses qu'ils n'auraient même pas idée de faire, parce que souvent, on se fixe les limites qu'on a. Quoi, par exemple ? Donnez-nous un exemple. Bien, par exemple, je prends un cas qu'on a eu à Madagascar. On avait découvert sur les images satellites un gouffre, qui finalement a donné lieu à la couverture du livre qu'on avait fait chez La Martinière, qui est un vrai trou qui fait 50 mètres de profondeur et on savait qu'il y avait des choses à l'intérieur, mais on savait pas, on n'avait jamais mis les pieds. Évidemment, il y avait aucun accès à part en descendant en rappel dedans. Et les scientifiques n'avaient pas idée du tout d'aller y mettre les pieds. Et voilà, et moi je me suis dit, mais si, on va essayer. Quoi. On va les emmener là. On va les emmener là. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert ? On a découvert alors c'est des petites choses, hein, c'est des insectes, mais c'est des nouveaux insectes, des choses qui n'existaient nulle part ailleurs et qui sont ce qu'on appelle endémiques, voire même micro-endémiques. Souvent, quand on utilise le terme d'endémique, c'est pour dire que c'est endémique de Madagascar, par exemple. On ne les trouve qu'à Madagascar. Des Pyrénées, etc. Voilà. Là, ça va être micro-endémique, c'est-à-dire que ça va n'exister que dans ce petit canyon ou dans ce petit gouffre et nulle part ailleurs sur la planète, ce qui est quand même extraordinaire. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça. Il y a tout un tas de situations. Je pense par exemple à des zones en spéléo, ou en archéologie plutôt, parce qu'on parle beaucoup de biodiversité et de tout ce qui touche au vivant. Mais sur nos expéditions, on a aussi très souvent, voire même toujours, des représentants de ce milieu de l'archéologie, parce que ces territoires qui sont extrêmement difficiles d'accès ont souvent été le lieu de rituels ou de tout ce qui, en tout cas de passage humain. Et donc on trouve très souvent des peintures rupestres, des peintures, bien sûr. On va trouver des tombeaux, on va trouver des sarcophages, on va trouver des poteries, des céramiques, des choses comme ça. Ouais. Et donc parfois les scientifiques qui sont dans les parages, les archéologues, ils vont plutôt longer les falaises, voir ce qu'il y a en bas, et puis tout à coup on voit une grotte au-dessus.
Et on se dit, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a 10 000 ans, les gars, c'était des super grimpeurs et qu'ils avaient aucun problème à monter là-haut. Et donc, on dit aux scientifiques, est-ce que ça vous dit qu'on aille voir? Et effectivement, on monte et là, on tombe sur un... Ça, c'est ce que vous avez vécu en Indonésie. En Indonésie, par exemple, ouais. Et c'est des moments extraordinaires et les archéologues n'iraient pas par eux-mêmes. Non. Et donc, vous les aidez à atteindre ces lieux-là. Ouais, exactement. J'aimerais qu'on parle de l'imprévu. Parce que vous, en tant que chef d'expédition, vous êtes confronté en permanence, et c'est le propre d'un explorateur, à l'imprévu. Moi, j'adore ça. Ouais, j'adore vraiment. Expliquez-moi, parce que, alors, attendez, beaucoup de gens n'aiment pas l'imprévu. Beaucoup de gens ont peur de l'imprévu. Ouais, tout à fait. Vous, qu'est-ce que vous aimez dans l'imprévu? Au tout début de l'interview, vous m'avez demandé est-ce que le challenge c'est un moteur. Je crois que oui. Je crois que l'imprévu, ça veut dire qu'il y a tout à coup un obstacle, un problème à résoudre. On peut appeler ça un challenge, quoi. Et moi, j'adore ça. J'adore cette idée d'avoir à résoudre un problème. Alors, ça peut être un problème humain, ça peut être un problème logistique, ça peut être un problème physique, c'est-à-dire une falaise ou n'importe quoi qui se présente à soi. Je trouve génial d'avoir à créer quelque chose pour le franchir. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que la majorité des gens n'aiment pas l'imprévu. Ils aiment la sécurité. Ils recherchent la sécurité. Vous mettez en insécurité en permanence. Ouais. Alors, c'est d'ailleurs parfois quelque chose qu'on me reproche parce que parfois certains imaginent que je mets en danger aussi les gens qui partent avec moi. Moi, j'ai pas du tout cette sensation-là, puisque le niveau encore une fois, le curseur insécurité-sécurité, il est différent pour chacun. Donc, moi, personnellement, c'est rare que je me sente en insécurité, c'est vraiment rare. Donc, pour moi, un imprévu, c'est pas quelque chose qui me met en insécurité, donc je suis pas inconfortable avec ça. C'est juste un obstacle. Comment on fait? Et on va trouver une solution et boum, on le franchit. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais, ça. Non mais c'est un petit peu ça. Et puis, c'est-à-dire que c'est assez excitant aussi de se dire à la fin de la journée qu'on a accompli quelque chose, qu'on a permis à certains scientifiques de faire telle chose. Je sais pas, je veux vous dire un exemple bête qui est arrivé, alors qu'il y a absolument rien de drôle, mais pendant une de ces expéditions, il y a eu un décès d'un parent d'un des scientifiques qui était avec nous. En plein milieu du Macaï, perdu. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on se creuse la cervelle, on essaie de trouver une solution pour que ce scientifique puisse s'échapper le plus vite possible, retrouver sa famille et faire son truc. C'est pas évident, mais c'est des choses qu'on vit au quotidien. Effectivement, en expédition scientifique ou expédition tout court, mais encore plus avec des scientifiques, parce que on se retrouve parfois avec des équipes de 40, 50, jusqu'à 80 personnes sur certaines expéditions. Évidemment, il y a des problèmes en permanence. Il y a des soucis de santé, il y a des soucis humains, il y a des conflits, il y en a qui se mettent sur la figure. Bref, il y a vraiment de tout. Et j'aime beaucoup essayer de résoudre ces conflits-là. Après, pour revenir sur la question que vous aviez posée, qui était parmi ces trois profils, comment on fait cohabiter tout ça? J'avais souri tout à l'heure parce que le problème est rarement entre les logisticiens, j'ai appelé ça comme ça, c'est-à-dire ceux qui font et la cuisine, et les campements, et la sécurité. Donc le problème n'est pas entre eux et les scientifiques, il est plus souvent entre les scientifiques et les équipes de tournage, parce que les priorités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et donc un scientifique, quand il est sur le terrain, on en parlait un petit peu en off à propos de Théodore Monod, mais les scientifiques, quand ils sont sur le terrain, ils sont là que pour la science. C'est vraiment la mission prioritaire et unique. Et les équipes de tournage, elles sont là que pour les images. Pour ramener les plus belles images. Les plus belles images. Et parfois, ça se confronte. Le timing est pas le bon. Moi, je voudrais que tel scientifique, il soit sur telle séquence. Mais oui, mais lui, il a pas envie. Il a juste envie d'aller courir après ses serpents la nuit. Et il est crevé ce matin. Il va pas pouvoir partir avec vous. Voilà. Et frère Van den Boom, j'aimerais que vous nous aidiez, à nous qui vous écoutons, de profiter de votre expérience, tout en restant ici, en France. La majorité des gens vont pas partir à des grandes expéditions, mais vous êtes confronté à l'imprévu, vous êtes confronté au risque, vous êtes confronté très régulièrement à la fatigue, vous êtes poussé à bout, vous emmenez vos équipes aussi qui sont confrontées à l'inconfort. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour notre vie quotidienne en France? Ce que vous transmettez parfois dans les formations que vous donnez.
Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure du type de personne qu'on emmène sur le terrain. Si je prends le cas d'un scientifique, il a rarement les compétences pour aller grimper, pour faire ci ou faire ça. Donc, dans sa tête, il est persuadé qu'il n'y arrivera pas, ou en tout cas qu'il n'est pas apte et qu'il n'a pas envie, ou même ça lui fait peur, etc. Ce qui est super intéressant dans ces expéditions-là, c'est qu'on amène les scientifiques, grâce à leur passion, on se sert. Pardon, je sais pas si c'est de la psychologie de comptoir, mais on se sert un petit peu de leur passion, de leur attractivité pour une chose, pour essayer de leur faire vivre quelque chose intérieur un peu plus puissant qui va leur permettre d'atteindre ce Graal qu'ils cherchent. Et parfois, c'est descendre en rappel une falaise de 200 mètres. Parfois, c'est, voilà. Ça les pousse loin dans leur retranchement, parfois, et on a eu régulièrement des gens qui ont pleuré, voilà. Mais derrière, ça leur ouvre une nouvelle fenêtre. Ils se dépassent avec une telle énergie que ça en devient, inoubliable pour eux. Et très régulièrement, et là encore, tout le temps, j'ai des relations par mail avec ces scientifiques. Et pour eux, les expériences qu'ils ont vécues à Sulawesi, au Groenland ou au Mackay sont des choses qui les marquent au plus profond et qui fait qu'ils ont qu'une envie, c'est de revivre ça. Et alors moi, pour répondre à votre question, je crois que très souvent, on se met des barrières soit par la société dans laquelle on vit, soit même tout seul, en se disant je suis pas capable, j'aime pas ça, machin. Et très souvent sans connaître. Et puis à partir du moment où on a l'occasion de le connaître, et c'est dans ce cas que tout se joue pour moi, en l'occurrence en tant que chef d'expédition, et que ça se joue aussi pour les encadrants. Je pense par exemple aux guides de haute montagne. Toute la sérénité qu'on arrive à apporter. La sécurité, le rapport doux avec les gens pendant ces périodes où ils sont en stress permet à ces gens de découvrir qu'ils ont des capacités, qu'ils peuvent en fait réaliser à peu près tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont même pas imaginé, et ça les aide pour la suite. C'est intéressant, vous dites, c'est par la douceur et la sécurité que vous y arrivez. C'est pas en leur gueulant dessus, en leur disant « Tu vas y arriver, n'aie pas peur ». Ah, c'est sûr que ça marche pas. Ça marche pas, ça. Non, ça marche pas du tout. Moi, je préfère prendre le temps de discuter avec les gens, d'essayer de les convaincre. Et puis même s'ils pleurent pendant qu'ils font l'ascension, ça m'est arrivé plusieurs fois de vivre ça. Je sais que la personne au fond d'elle, elle a après coup une fierté extraordinaire d'avoir réussi à franchir ça. Et elle pleure non pas parce que je lui tape des coups sur le dos, mais juste parce que c'est fort, c'est hyper intense de se remettre en question, remettre ses capacités, en tout cas celles qu'on croit avoir en question. Voilà, ça c'est un premier enseignement, c'est de se rendre compte que on est capable de bien plus que ce qu'on croit. On a les ressources en nous. Ouais, beaucoup plus qu'on l'imagine. Bien sûr, je pense par exemple aussi à des cas de figure d'épuisement par exemple, où au Groenland il nous est arrivé de marcher des heures et des heures et des heures, des nuits même, parce qu'il fait jamais nuit, donc tu marches beaucoup plus longtemps que tu ne marcherais en Europe, parce que la nuit tombe, donc tu t'arrêtes. Là-bas, tu t'arrêtes pratiquement pas. Et on s'est aperçu que des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire du sport, ils avaient des capacités juste parce que mentalement, ils étaient prêts à y aller. Ils avaient décidé qu'ils allaient y arriver, qu'ils allaient suivre le rythme et qu'ils allaient aller au bout de la chose. Eh bien, ils y arrivent. Le mental est plus fort que le corps. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Depuis un moment maintenant. Ouais. Moi, je prends un autre petit exemple plus personnel. Je suis pas du tout un spécialiste de l'escalade. J'en ai fait beaucoup, mais je suis pas un expert. J'ai jamais grimpé hyper fort. J'ai eu la chance de partir en expédition avec des athlètes, des grimpeurs de très haut niveau, des alpinistes de très haut niveau. Et je les ai suivis, mais je les ai suivis beaucoup plus parce que j'avais le mental et que j'avais très envie de les suivre, plutôt que par mes capacités physiques ou autre chose. J'en suis sûr. Ouais. Et Frère Van den Boom, j'aimerais qu'on parle un peu. Il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder avec vous, mais j'aimerais qu'on parle de cette notion de protection. Maintenant, vous voulez vraiment non seulement étudier ces zones belles et fragiles et sauvages du monde, mais vous voulez les protéger. Et vous avez cette expression, protéger ces Édens, c'est nous protéger. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est-à-dire que moi je vois deux notions dans cette phrase. La première, c'est une question éthique. Pour moi, le fait que l'humanité, au sens large, que ce soit une personne ou un groupe ou un État, etc., s'engage à protéger la biodiversité avant de la détruire, pour moi c'est une question éthique avant tout. C'est un choix qu'il faut faire, philosophique ou éthique, je sais pas, mais c'est quelque chose qui me semble absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il faut, on le sait aujourd'hui, qu'on sorte de cette vision consumériste, exploitante, permanente de tout ce que peut fournir la planète, parce qu'elle nous mène droit dans le mur. Bon, on le sait. Ce discours va bien pour nous, occidentaux, riches entre guillemets, ouais. Mais sur le terrain, je vais prendre l'exemple du Macaï, Madagascar, où j'ai eu la chance d'aller faire des reportages à plusieurs reprises, c'est la misère. Donc ces hommes et ces femmes qui vivent à proximité du Macaï et qui brûlent les forêts, c'est pour survivre. Oui. Donc comment on fait avec ces populations locales ? Ce sont deux choses différentes. On a effectivement, on peut prendre ces deux cas-là. On a le cas de l'Indonésie par exemple et le cas de Madagascar. En Indonésie, les menaces qui pèsent sur les écosystèmes qu'on essaie de protéger, ce sont des menaces industrielles, on va dire. Donc des industries forestières, minières, agroalimentaires, huile de palme notamment. Là-dessus, il y a une notion d'argent, une notion de profit très claire. Il y a les multinationales derrière. Il y a les multinationales, il y a des banques énormes derrière, il y a tout un tas d'investissements. Et puis il y a nous, consommateurs, qui sommes à la base de tout ça quand même. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas toutes ces industries si nous-mêmes on ne consommait pas tout ça. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que sur le terrain, l'impact est non seulement négatif en termes d'environnement, mais il est aussi négatif au niveau économique. Parce que les bénéfices, tout ce qui est fourni là, des milliards de dollars qui sont extraits d'huile de palme ou d'une mine de nickel ou de quoi que ce soit, ça ne revient pas aux locaux. Un peu. Un tout petit peu, bien sûr. Ils vont avoir des routes, ils vont avoir éventuellement des écoles, quelque chose comme ça. Mais c'est pas tant que ça, vraiment pas. En tout cas, pas du tout à la hauteur de ce que ça pourrait être ou de ce que ça devrait être si on pouvait utiliser ne serait-ce qu'un centième ou un millième de ce que les multinationales arrivent à exploiter là-dedans. Bon, ça c'est pour un premier cas. L'Indonésie. Mais prenons le cas de Madagascar. Le cas de Madagascar est tout autre. Effectivement, c'est un pays extrêmement pauvre où les dégradations viennent pas d'industrie. Alors ça arrive quand même. Il y a aussi des mines diverses qui font beaucoup de mal. Mais dans le Macaï, c'est pas le cas. C'est la population locale. Voilà, c'est la précarité des communautés alentours qui fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers le Macaï pour trouver ce dont ils ont besoin. Un peu de nourriture pour leurs ébus. Voilà, ils vont aller couper des arbres parce qu'ils en ont besoin pour le feu le soir. Ils vont aller détruire un arbre parce qu'il y a du miel à l'intérieur et qu'ils savent que ça leur fait du bien. C'est vécu comme un médicament autant que comme une sorte de sucrerie. Ils vont aller chasser, braconner des lémuriens qui sont des espèces totalement protégées, mais parce que ils ne le savent pas. 2, personne ne vient leur dire que c'est pas bien. Alors comment on fait là pour sauver cette zone comme vous essayez de le faire depuis tant d'années maintenant? Alors il nous faudrait une émission entière pour ça, mais juste, je dirais, le principe essentiel, pour que cohabite à la fois cette population qui veut survivre et puis ces lieux que vous voulez protéger. La principale question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils ont besoin d'aller dans le Macaï pour subvenir à leurs besoins. On sait que c'est parce que les rizières, par exemple, ne produisent plus assez par rapport à la population grandissante qu'il y a aux alentours. Une des raisons. On sait aussi, l'autre raison, c'est qu'il y a une priorité, je dirais même, c'est totalement impératif d'avoir des ébus. Les ébus, c'est la richesse exclusive de ces territoires de brousse. Et pour avoir des ébus, localement, ils sont convaincus qu'il leur faut des grands territoires d'herbe et qu'il leur faut de l'herbe verte. Donc, on met le feu, etc. Donc, il y a un gros problème alimentaire et il y a un plus petit problème culturel, d'une certaine manière. Donc, nous, là, tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui au sein de Nature Évolution avec les communautés du Macaï, c'est de leur fournir autant de solutions possibles pour que leur vie soit meilleure. Meilleur accès à l'éducation, meilleur accès à l'alimentation, meilleur accès à l'eau, meilleur accès à la santé, meilleur accès aux revenus, parce que c'est absolument essentiel d'avoir des revenus pour pouvoir s'en sortir. Donc ça passe par l'apiculture, par l'écotourisme, par l'agroforesterie, etc. On essaie de mettre tout ce qu'on peut comme connaissances, compétences et expériences passées au service de ces communautés pour qu'elles vivent mieux et qu'elles n'aient plus besoin d'aller dégrader la nature. C'est-à-dire qu'en gros,
ce qu'on faisait autrefois, qui était de verrouiller un territoire, de dire on le met sous cloche, ce terme n'existe plus vraiment, mais on crée un parc, on met des gardes forestiers avec des kalachnikovs ou des je sais pas trop quoi, ça ne servirait à rien, puisqu'on lutte contre des gens qui sont en pleine survie. On peut pas empêcher des gens en survie d'aller chercher de quoi se nourrir dans la forêt. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire en sorte qu'ils ne soient plus en survie. Mais ça, c'est le projet des Vasa, des Blancs, qui est pas forcément accueilli sur place, où la population locale accepte ces idées qui viennent de l'extérieur. Alors, au tout début, il y a donc 12 ans, on a commencé par les expéditions scientifiques, puis très rapidement, on s'est lancé sur ces initiatives-là. Il y a toujours eu un bon accueil, mais effectivement pas forcément d'implication, de mobilisation vraiment forte, etc. Pourquoi ? Parce qu'il manquait de confiance. Il y avait ce niveau de confiance, il faut l'atteindre. Enfin, ça ne s'atteint pas d'un claquement de doigts. Il faut forcément un petit peu de temps. Et ce temps, maintenant, on l'a eu. Et la présence sur place depuis plusieurs années fait que maintenant les communautés locales sont extrêmement à l'écoute, favorables, et viennent même maintenant nous demander de l'aide sur différents sujets, que ce soit alimentaire ou de l'eau, ou les écoles, ou les dispensaires, etc. Et donc, nous, tout ce qu'on fait aujourd'hui, alors il faut voir, on a une équipe de 62 personnes maintenant à Madagascar, qui sont 100% malgaches, donc c'est pas des Français, des étrangers, blancs, qui plus est, qui viennent apporter quelque chose. C'est vraiment des échanges permanents entre nos équipes malgaches et les communautés locales. D'ailleurs, souvent, ce sont les mêmes, nos équipes sont à 3/4 des membres des villages, et ce sont eux qui donnent des pistes sur ce qu'il leur faudrait. Ils expliquent leurs contraintes, leurs obstacles, leurs difficultés, et à partir de là, nous, on construit des projets, on essaie de lever des fonds, on essaie de communiquer, on fait des campagnes de crowdfunding, etc. Et l'argent qu'on génère, qu'on récupère, va directement financer les projets qui nous ont été demandés par les villageois. Je renvoie à votre site qui est bien fait, Nature Évolution, et les auditeurs auront toutes les informations sur ce que vous faites sur place et la manière de vous aider pour les réaliser. Pour terminer, Evrard van den Boom, vous êtes optimiste face à l'avenir ou plutôt inquiet? La grande question, vous qui allez sur le terrain, vous qui voyez ce qui se passe dans le monde. Sincèrement. Je me pose plus la question. Je suis ni optimiste ni pessimiste. Je pense qu'il est plus le temps de se poser la question. Moi, je suis dans l'action. Je considère que à l'heure d'aujourd'hui, on peut plus juste se dire est-ce que ça va aller mieux, est-ce que ça va aller moins bien. Toute la réponse, elle est dans notre propre capacité à chacun de nous, en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant qu'État, etc., à se bouger les fesses maintenant, là. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Et donc, nous, on fait abstraction de ça, de cette question du pessimisme et de l'optimisme. On va de l'avant. On agit, on essaie de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, ce qui sont vraiment pas énormes, et donc on se bat un peu comme des beaux diables tout au long de l'année pour essayer de réunir les quelques fonds qui nous permettent de faire des choses sur le terrain. Et pour conclure peut-être là-dessus, c'est cette action qui nous rend heureux, qui fait qu'on est relativement optimiste en fait. Ça a donné du sens à votre vie en fait. Ouais, complètement. Ça donne du sens à votre vie. Mais au-delà de ça, ça montre qu'on peut faire quelque chose. Et donc à partir du moment où on sent qu'on peut faire quelque chose, on ne peut qu'être optimiste. Il y a pas d'autre. Moi, je suis persuadé que quand on reste dans son fauteuil et qu'on écoute la radio, là, quand je parle, ou qu'on lit le journal, ou qu'on regarde les documentaires à la télévision, on ne peut qu'être abattu et se dire qu'il n'y a aucune solution. C'est dans l'action que viennent les solutions. C'est pas en restant chez soi. Merci beaucoup, Evrard van den Boom. J'étais ravi de vous rencontrer. Puis sincèrement, je renvoie tous nos auditeurs à votre site. Il suffit de taper Nature Évolution. Et là, ils vont découvrir tout ce que vous faites avec vos équipes sur le terrain, que ce soit à Madagascar, au Groenland, en Indonésie. Merci de votre accueil. Merci à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.